Ces métiers à tricoter, je les achète le même prix que je sois en Tunisie ou en Chine. Ils fonctionnent avec une électricité. L'électricité reste moins chère en France qu'en Asie, il faut le dire, ou qu'en Tunisie. Et en fait, pour conduire ces métiers à tricoter, si tu veux, il faut qu'une seule personne pour 8 métiers à tricoter qui sont capables de tricoter jusqu'à, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc si tu veux, qu'ils sont automatisés, c'est ça ? Ils sont automatisés. La seule chose donc il y a le programme en amont qu'il faut avoir fait, mais un programmeur, en fait, il peut travailler sur un très grand nombre de machines parce qu'une fois que le programme est lancé, il est lancé. Il n'y a pas à le modifier. Il n'y a plus qu'un bonnetier qui va travailler et qui va charger les machines en fil. Lui, il va pouvoir conduire 8 métiers à tricoter. Donc il n'y a pas de raison que cette opération-là ne soit pas faite en France. Cette opération-là, on arrive à la faire pour la layette vendue en grande distribution. Cette opération-là, elle doit revenir en France. On doit arrêter de la sous-traiter ailleurs. Elle doit revenir en France pour des produits qui sont consommés en France. On pense beaucoup qu'il faut reproduire local pour le local. Là, chaque année, on dit, on est rentable cette année. Donc si on est rentable, c'est que c'est possible. Donc arrêtons de dire que c'est pas possible. Et en 8 ans, en effet, on est passé d'1 million à plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Quand on évoque le retail et le e-commerce, on pense souvent à acquisition, fidélisation, taux de conversion, solution de paiement, bref, distribution. Pourtant, il existe un aspect essentiel et insuffisamment évoqué, selon moi, c'est celui de la production. En effet, sans produit, point de vente. Pour en parler, j'ai la chance de recevoir Karine Renouy-Tiberghien, copropriétaire des manufactures de layette et tricot. Si vous suivez l'actualité de notre écosystème, vous la connaissez certainement. En décembre dernier, avec son associé Arnaud de Bellabre, Karine a cherché à racheter la marque Camailleux mise aux enchères après sa faillite. C'est finalement Célio qui a remporté la mise, mais cette opération a été l'occasion de mettre un très gros coup de projecteur sur son activité. En effet, Karine et Arnaud sont à la tête d'une entreprise qui fabrique en France des tissus et vêtements pour bébés, mais également des pulls, des bonnets ou encore des articles de sport et de mode. Leurs clients sont des acteurs importants de la grande distribution comme Carrefour, Auchan, Leclerc ou Kiabi, mais aussi des marques comme Bompard, Aigle ou Balzac Paris. Nous parlons donc bien d'un business model wholesale. Pour structurer notre conversation, nous allons bien sûr parler du marché et peut-être même des marchés sur lequel ou lesquels se positionne notre invité. Nous poursuivrons sur les sujets de production à proprement parler. Les manufactures de layette et tricot possèdent en effet 3 sites de production, 2 à Roanne et l'autre à Pau, et emploient près de 85 personnes. L'idée sera de comprendre ce que veut dire fabriquer en France, et croyez-moi, nous irons dans du très concret, c'est promis. Enfin, nous reviendrons sur l'épisode Camailleux. Pourquoi avoir envisagé le rachat de cette marque? Le projet a déclenché un formidable enthousiasme dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors la question qui me vient naturellement est la suivante. Qu'est-ce que cela a changé pour l'entreprise? Mais avant de répondre, Karine, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, Cyril, je peux. Donc, je suis Karine Renouy-Tiberghien. J'ai aujourd'hui un peu plus de 50 ans. Je compte plus maintenant. Et en effet, j'ai repris la manufacture de layette au départ avec mon associé Arnaud en 2016. Et depuis, nous avons repris 2 autres manufactures en 2018 et en 2020. Nous tricotons.
en France, dans 3 usines, en rectiligne, c'est-à-dire que ce sont des métiers à tricoter qui vont tricoter tout ce qui est pull, bonnet, écharpe pour le bébé, la femme ou l'homme. Nous ne tricotons pas de t-shirt, par exemple. C'est une autre maille qui s'appelle une maille circulaire. Donc nous sommes des tricoteurs rectilignes. Nous avons aujourd'hui plus de 80 métiers à tricoter et on adore ce qu'on fait. Alors, on va revenir en détail sur tout ce que vous faites pour bien qu'on comprenne comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui avec Arnaud. C'est quoi ton parcours? Tu as plutôt une formation ingénieur, commercial? Comment tu as construit ton parcours professionnel? Alors, je crois que tout a commencé en fait quand j'avais 8 ans. Alors, on monte très très loin. Non, et en plus, je dirais peut-être même que ça a commencé encore avant. Ça a commencé sans doute au 19e, quand ma famille a fait la révolution industrielle et a monté des très grosses usines dans le Nord. Mon arrière et son arrière-grand-père avaient monté le groupe Tiberghien Frères qui faisait à la fois filature, tissage et tricotage au cours du XXe siècle dans le nord de la France. Et après 5 générations qui a piloté ces différentes usines, la mondialisation est arrivée fin des années 60, début des années 70 et le groupe a fait faillite, donc quand j'avais 8 ans. Donc je pense que l'histoire a commencé il y a très longtemps. Elle s'est un peu accélérée quand j'avais 8 ans, un peu dans le sens où je me suis dit, tiens, le textile n'est plus quelque chose qu'on peut faire en France, parce que mon grand-père n'était pas le seul à avoir fait faillite. Tout le monde, toute l'industrie textile du nord de la France a fait faillite pendant, disons que ça a pris une dizaine d'années. Ça s'est terminé au début des années 2000 quand on a décidé de lever les quotas asiatiques et de laisser les enseignes commander autant de produits qu'elles voulaient très très loin. Et là, les derniers tricoteurs qui pouvaient rester ont eux aussi fait faillite. Aujourd'hui, on est une quinzaine d'entreprises à être capables de travailler le vêtement pour la grande distribution ou pour les marques. Donc, c'est vous dire à quel point on produit même pas 3% des vêtements qu'on consomme en France. Mmh. Et donc cette histoire, j'avais 8 ans. Pour moi, c'était terminer le textile en France. Donc j'ai fait autre chose. J'ai fait une école de commerce. Après, à 8, pas tout à fait à 8 ans. Bon, t'as fini par faire une école de commerce. J'ai fini par faire une école de commerce quand j'avais 20 ans. Ouais. Tu as raison. Dans le Nord? Non, pour le coup à Toulouse, dans le sud. Ouais. Je croyais déjà qu'il faisait plus beau au sud qu'au nord. Et puis après, j'ai travaillé dans un cabinet de consultants qui s'appelait Arthur Andersen. Mm-hmm. Et ensuite pour des holdings. Et la dernière société chez laquelle j'ai travaillé s'appelait Média Participation et reprenait des entreprises dans les domaines de médias, que ce soit la presse, l'audiovisuel ou le bouquin. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré reprendre des entreprises pour un groupe et à un moment donné je me suis dit mais en fait faut que ce groupe il soit le mien. Alors c'est intéressant puisqu'on voit bien la passerelle en fait entre cette activité qui consiste à reprendre des activités pour compte de tiers, pour des financiers, et puis passer à l'acte, et tu vas nous le préciser. Qu'est-ce que tu retiens de ces années où tu as fait ce métier-là? C'est quoi l'asset avec lequel finalement tu pars pour pouvoir te lancer toi dans ta propre aventure? L'avantage c'est que du coup tu fais des bêtises mais avec les sous des autres. Où tu vois des bêtises qui sont faites avec les sous des autres, tu dis ah ça en fait cette bêtise-là faut vraiment pas la faire. Donc en fait, c'est très empirique la reprise d'une boîte et même la conduite d'une boîte. Et puis, tu rencontres des gens qui sont juste exceptionnels et tu te dis, ah ouais, lui, il a compris ça. Il me fait... Voilà, tu progresses sur plein de sujets différents, ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai certainement pas toutes les clés, mais j'en ai quand même pas mal. Et il y a un moment, quand tu conseilles, souvent on te demande pas de faire parce que c'est pas le même métier. C'est pas le même métier et puis t'es peut-être plus efficace en enchaînant les conseils, je sais pas. Mais du coup, on pense pas forcément à toi pour faire. Et à 45 ans, je me suis dit mais non, mais en fait, je veux faire et tant pis, je ferai des bêtises, mais je veux vraiment faire. Et du coup, j'ai cherché une entreprise à reprendre. Donc tu pars en fait, et tu vas nous expliquer comment tu as fait pour faire ce choix-là, et puis raccrocher les wagons finalement avec l'histoire familiale. À mon avis, c'est pas complètement innocent. Tu pars avec l'idée, donc avec l'expérience de ces plusieurs rachats. Je comprends entre les lignes
que la dimension humaine joue aussi. C'est-à-dire que tu as dit avoir rencontré des gens exceptionnels qui avaient compris. Tu as appris de tes erreurs. Et des erreurs des autres, enfin pas que les miennes en fait. Quand tu vois des choix qui sont faits, tu te dis 2 ans après, mais non en fait il s'est planté. Enfin c'était pas ce choix-là qui. Est-ce que justement il a pas fait assez attention aux hommes et aux femmes qui l'entouraient? Est-ce que, enfin voilà, il y a plein d'erreurs que tu vois plus et qui te forment presque autant que les tiennes parce qu'en fait tu vois le résultat 2 ans après, tu dis bah oui mais là il s'est vraiment bien planté, il ou elle s'est vraiment bien planté, donc faut pas faire un truc comme ça, faut faire gaffe à ça. Et à l'inverse, t'as vu ce qui fonctionnait. Et à l'inverse, j'ai vu des gens brillants qui voient les choses un peu plus vite que d'autres, qui savent s'entourer des bonnes personnes. C'est ça, c'est ce vers quoi je voulais t'amener, c'est-à-dire est-ce que finalement une des façons de rencontrer le succès, ou du moins d'éloigner les échecs, c'est savoir s'entourer et déléguer à des gens, c'est-à-dire aussi accepter qu'on n'est pas un expert partout. Déjà, c'est plus sympa d'être avec les autres, déjà. Enfin, je pense qu'avancer seul dans ta tour d'ivoire, t'as plein de raisons de faire des conneries parce qu'il n'y a personne pour te dire... alors quand il n'y a qu'une seule personne qui te dit je pense que tu as tort d'aller dans cette direction, bah, tu te dis bon bah écoute je prends ma décision, mais quand ils sont plusieurs à te le dire, tu peux te poser des questions. Donc déjà oui, c'est très important d'être entouré avec des gens qui sont un peu différents et surtout différents de toi. Et ton autre question c'était... Et c'était accepter que finalement tu ne peux pas maîtriser tous les métiers de l'entreprise, et donc faire confiance en déléguant. Et au-delà des métiers, je te parlerai après de mon associé, c'est aussi qui tu es toi. Enfin, il y a des trucs sur lesquels on va être super fort parce que c'est ta personnalité, c'est ta nature, c'est la façon dont ton cerveau est fabriqué. Donc sur des sujets, tu vas être hyper bon. Une crise, tu vas savoir celle-là la gérer, mais... vraiment finger in the nose. Et puis il y a d'autres trucs qui te tétanisent et tu sais pas pourquoi, avec objectivité tu te dis mais pourquoi, enfin ça va, et en fait t'as besoin d'un autre qui lui est pas du tout tétanisé, et puis boum boum boum, et puis la crise s'aplanit. Donc c'est pas seulement sur ton expertise, c'est aussi sur qui tu es toi en fait. Faut accepter qu'on n'est pas on n'est pas bon sur tout, et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait vraiment très chiant, je pense. Non, mais c'est bien de s'entourer. Donc, merci pour cette précision. Tu décides donc, alors en quelle année, rappelle-moi, finalement... 2016. 2016. Comment tu passes d'une situation probablement très confortable, dans une entreprise qui fonctionne bien, avec probablement un bon salaire, à la partie entrepreneur, je vole de mes propres ailes. Comment on fait ? Alors, je pense déjà, moi, je suis entourée, dans le Nord, on a la chance, on est entouré de plein d'entrepreneurs. Enfin, dans ma famille, la plupart de mes cousins sont entrepreneurs. Ça fait un peu partie de notre... j'ai beaucoup d'exemples autour de moi, et je me disais, bah oui, en fait... c'est sympa, hein, le salariat, c'est sympa, les bons salaires et tout ça, mais il y avait un petit truc qui manquait quand même de pouvoir prendre mes décisions, aussi mauvaises soient-elles ou aussi bonnes soient-elles, sans avoir en référé. Voilà, il y avait ce côté, j'ai envie d'avancer de mes propres ailes, et c'était plus important que le confort, en fait. Donc c'est vraiment ça qui a guidé, c'est l'envie de... l'envie de me lancer dans le grand bain, et puis soit de me noyer, j'étais prête à me noyer, enfin voilà, c'était pas... Tu avais envie d'essayer. Ouais, j'avais envie d'essayer. Et comment tu montes ton projet ? Donc tu rachètes une entreprise, tu vas racheter une entreprise. Le chemin est plus long que ça en fait. Justement, en fait, c'est comment... Fais-nous le trait d'union là, entre la fin de ton activité salariée et puis finalement d'entrepreneur. En fait, il y a une association qui est vraiment une association extraordinaire, donc je suis contente de t'en parler aujourd'hui, qui s'appelle le CRA, Cédants et Repreneurs d'Affaires. On pourrait changer de nom, mais c'est pas top. Mais l'asso est top. Et en fait, ce sont d'anciens cadres de boîtes, d'anciens dirigeants de boîtes qui sont montés en asso, ils ont entre 60 et 70 ans, ou je sais pas, enfin, ils ont un certain âge, mais surtout une très belle expérience. Et en fait, ils aident tant les cédants d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être en province, qui ont géré leur boîte pendant 50 ans, et puis qui se disent, moi, partant à la retraite, je ferme la boîte, quoi. Et eux, ils sont là pour dire, non, ferme pas la boîte, tu vas trouver un jeune repreneur, enfin, jeune,
40-45 ans, qui va lui avoir envie de profiter de tout ce que tu as mis en place et de faire perdurer ce que tu as créé. Donc déjà, il travaille sur ce sujet-là et puis il travaille à former de futurs jeunes repreneurs. Donc en fait, on part en formation pendant un mois. Alors à Paris, ça se passe du côté de Nanterre, mais il y en a partout, partout en Europe, en France, en province. Et pendant un mois, en fait, tu vois défiler plein de gens qui te permettent de te dire à la fin du mois, bah oui, la reprise d'entreprise, c'est pour moi, ou non, surtout pas, je reste salarié. Et ça, c'est vraiment un passage hyper, enfin, c'est vraiment un mois hyper intéressant où tu as à la fois des témoignages de repreneurs d'affaires qui vont te dire bah ouais, la première année tu vas te payer que dalle et tu vas bosser 19 heures par enfin j'exagère mais 12 heures, tu vas pas compter 12-15 heures, voilà, ouais. 12-15 heures par jour. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que ta femme, est-ce que ton mari, est-ce que tes enfants sont prêts à ça? Est-ce que si ça se passe mal dans 2 ans tu auras dû vendre ta maison, ou est-ce que tes enfants ils ont toujours un toit? Enfin, donc que des questions, des bonnes questions de façon à ce que tu partes dans la reprise d'entreprise connaissant parfaitement les risques, en ayant parlé autour de toi aussi. Enfin voilà, il se passe quoi si ça foire? Est-ce que t'es ok là pendant un an? Je gère plus trop les enfants. Enfin, donc c'est des bonnes questions qu'il faut poser dans son entourage pour que quand tu reprends la boîte, il y a déjà plein de trucs qui sont aplanis. Donc, et puis il y a des études de cas. Donc, par exemple, il y avait un moment, on devait reprendre une boîte qui fabriquait je sais plus quoi. Et puis, il y avait le directeur commercial. Il fallait gérer ce que disait enfin, voilà, c'était des études de cas, comme tu fais en école de commerce. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'à côté de moi, il y avait un garçon plus jeune que moi, Arnaud. Donc on a fait tous les cas ensemble parce que c'était plus simple, on était l'un à côté de l'autre, et c'était drôle parce qu'à chaque fois qu'on lisait le cas, on se regardait et on disait il faut faire ça, et moi je disais l'exact contraire de ce qu'il disait, juste parce qu'en fait on voit les choses d'une façon différente. Je pense qu'on est tous les deux intelligents, faut une intelligence moyenne en tout cas, mais on voit pas les mêmes choses en fait, et du coup, en progressant tous les deux, on finissait par arriver à la bonne solution, parce qu'on avait la même envie de réussir, enfin voilà. Mais le chemin qu'on allait prendre, il était un peu balisé par l'autre qui disait attention, là, si tu vas là, j'ai déjà eu le cas, moi, on s'est planté, machin. Et donc voilà. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. À la fin de cette formation, on te montre aussi comment chercher les cibles, parce qu'en fait, la reprise d'entreprise, c'est trouver l'entreprise à reprendre. Donc on t'indique, t'as des petits trucs qui te donnent, et ça peut aller jusqu'à si tu veux vraiment reprendre une scierie qui fait tel métier, ben tu vas dans le Bottin ou dans le Compas, et puis tu détermines toutes les scieries machin, et t'appelles tous les gars qui ont plus de 60 ans qui ont cette scierie là, et puis tu leur demandes si leur boîte est à vendre, tu vois ça. Enfin c'est ça, ou ils ont une espèce de bourse de transmission. Et moi, en fait, à un moment donné, ça faisait un mois que j'étais sortie de la formation et je vois un dossier qui arrive, manufacture de layettes. J'ai failli pas ouvrir parce que c'était une boîte dans le textile, donc laisse tomber, ouais. Et qui vendait la grande distribution, donc relaisse tomber. Ouais. Et finalement, j'ai tourné les pages, et puis comme je vais assez vite sur les bilans, les comptes, tu vois, tout ça, je me dis, mais mince, il a un business model. C'est un truc dans le textile qui vend pour la grande distribution, qui a un business model. Je prends l'avion. Et le lendemain, je suis partie, je suis allée à Tarbes, rencontrer, à l'époque, la boîte était à Tarbes, rencontrer le cédant qui voulait partir à la retraite. Et ça a été le coup de foudre. Et voilà. Qu'est-ce que t'as aimé, justement, ce coup de foudre ? Parce que t'as visité concrètement le centre de production, Oui, alors j'ai vu le gars, donc qui m'a expliqué ce qu'il faisait. Bon, il en avait un peu marre de son métier, il faisait plus du tout de commercial, donc le chiffre plongeait. Donc on allait bientôt arriver au point où les comptes allaient être dans le rouge, parce qu'il avait plus envie de faire de démarches commerciales. Et moi, du coup, je me suis posé la question, mais est-ce que moi j'ai envie? Est-ce que ça me tente d'aller voir Auchan, Carrefour avec de la petite layette et tout? Et en fait, la réponse a été oui. Mais surtout, non, là, le coup de foudre, il a été... donc on est rentré, au début il y avait les bureaux, après il y a l'atelier confection, puis à un moment donné on est rentré dans l'atelier où il y a les métiers à tricoter. Métier à tricoter que j'avais jamais vu fonctionner moi, j'en avais entendu parler par mon grand-père, par mes cousins, enfin surtout mes oncles, mais moi je n'avais jamais vu, et je suis rentrée dedans
il n'y avait pas de doute, quoi. C'était évidemment ça que je devais faire. Enfin, si j'avais un doute avant, j'en avais plus la seconde d'après, quoi. C'est hyper drôle ce clin d'œil de l'histoire, quand même. Ouais, je sais pas si c'est un clin d'œil. Je sais pas comment l'appeler. Moi non plus. C'est disons qu'il y a une forme de cohérence dans... Il y a une forme de cohérence qui s'est créée. Hein. Il n'y avait rien de... C'est pour ça que je dis un clin d'œil. On l'interprète comme rien de prémédité. Et juste là, il faut que tu acceptes... c'est une entreprise qui est pas encore en difficulté, mais qui se porte pas... la croissance n'est pas énorme. C'est quoi l'ordre de grandeur du chiffre d'affaires C'était 1,3 million à peu près. Et combien de salariés? Et 12 salariés. Alors la difficulté, c'est que c'était une boîte qui possédait son bâtiment industriel, et un bâtiment industriel, ça coûte quand même assez cher. Et les banques, quand tu reprends une boîte, elles te prêtent sur 7 ans. J'avais beau leur dire, les gars, moi j'ai jamais acheté ma maison sur 7 ans, je peux acheter un bâtiment industriel sur 7 ans, mais mes remboursements vont être vraiment trop importants. Du coup, ça a été un peu compliqué à financer. Ils ont fini par accepter le deal, mais il y avait des remboursements qui étaient vraiment costauds. Parce que c'est l'autre partie du sujet. Trouver l'entreprise, bien sûr, celle avec laquelle on a un fit, on a envie de s'investir pour pouvoir la reprendre. Et le corollaire de tout ça, c'est quand même le financement. T'étais accompagné aussi pour trouver le financement, ou dans la formation que tu as suivie, c'est forcément un sujet qui est abordé? C'est un sujet qui est abordé, puis l'avantage, c'est quand tu sors du CRA, tu as un parrain. Ouais. Tout ça gratos, hein, qui est cool avec cette association. Enfin, la formation est payante, mais après, disons que tu as un parrain qui t'accompagne. Et je me rappelle, je suis allée le voir, enfin, j'étais déchaînée par ce dossier, et je vais le voir, et je lui dis, mais j'ai pas du tout ces sous-là. Enfin, mon truc, il me dit, mais Karine, les sous, ça se trouve. Le reste, c'est toi. Enfin, si toi, tu le sens, si toi, tu sais que derrière, on va y arriver. Et en effet, on y arrive toujours. Les sous, ça se trouve, en fait. Le sujet, c'est pas les sous. Le sujet, c'est est-ce que toi, tu le sens ou est-ce que toi, tu le sens pas? Est-ce que tu sens que quand tu vas arriver dans cette boîte, ce que tu vas amener à cette boîte va faire qu'elle va aller mieux, en fait, et qu'elle va aller très bien, et voire qu'elle va carrément se développer. Et c'est ça que tu dois sentir. C'est ça l'important, en fait. Les sous, c'est pas, c'est qu'une équation. C'est quand même une question qui doit être dans la tête de beaucoup de gens. Oui, mais il faut pas que ce soit un frein. Ouais, mais c'est pas un frein. En revanche, tu dis que l'entreprise était basée à Tarbes. Toi, t'habitais pas Tarbes. T'as pris un avion pour y aller. J'ai pris un avion pour y aller. J'étais en région. Ouais, j'étais en région parisienne. Ouais, avec des ados qui refusaient de bouger. Voilà. Mais non, mais tu parlais tout à l'heure de l'environnement familial qui doit aussi suivre le projet et être finalement un peu partie prenante dans le projet. Comment tu fais à ce moment-là Et voilà, j'appelle mon joker. Parce que mon petit joker là, qui était à côté de moi pendant la formation du CRA, lui m'avait dit qu'il voulait aller dans le sud-ouest. Tu vois, c'était un Parisien aussi, mais il voulait aller dans le sud-ouest. Et qu'il adorait le textile parce qu'il avait bossé chez Darel, tout ça. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je trouve une petite boîte là dans le sud-ouest. Il dit, le sud-ouest, démon, génial. Et voilà. Donc le joker, voilà. Donc tout s'organise. Arnaud habite aujourd'hui à Pau. Maintenant, la manufacture a déménagé de Tarbes à Pau, qui sont à 20 minutes l'une de l'autre, ces deux villes. Et Arnaud habite à Pau, a déménagé dans le sud-ouest et s'occupe de la manufacture là-bas. Et donc là, on est en quelle année quand le rachat se fait 2016. Tout ça se passe en 2016. On va revenir en détail dessus après. On a compris un petit peu l'environnement dans lequel vous vous situez, Arnaud et toi. Quand on a une entreprise, on a des produits qu'on doit vendre, il y a donc un marché. On va élargir un peu parce que peut-être que le marché s'est élargi aussi avec le temps depuis 2016. Aujourd'hui, dans quel marché vous vous situez? Parce que là, on parle de vêtements. Tu le disais en préambule, effectivement, le monde du textile, c'est quand même pas simple. On pense à la fast fashion, on pense à la délocalisation de la production, principalement en Asie. On peut aussi parler de la pollution qui est liée à tout ça. Comment ça fonctionne aujourd'hui en France, ce marché, juste pour qu'on borne bien le sujet dans lequel vous vous insérez? C'est un marché en constante mutation. Et j'espère qu'avec Arnaud, on participe à cette mutation, en fait. Depuis le début, on dit
sur notre petit domaine de textile qui est le tricotage. Le tricotage se fait avec des métiers à tricoter qui sont des métiers qui marchent avec l'électricité, enfin des métiers voilà. Et que ces métiers travaillent en France ou ailleurs, enfin il n'y a pas de raison que ça travaille ailleurs en fait. Ces métiers à tricoter, je les achète le même prix que je sois en Tunisie ou en Chine. Ils fonctionnent avec une électricité. L'électricité reste moins chère en France qu'en Asie, il faut le dire, hein, ou qu'en Tunisie. Donc on a beaucoup de chance en France d'avoir une énergie qui, par rapport aux autres pays, a longtemps été très raisonnable et le sera à nouveau parce qu'on va revenir à une situation normale, j'espère, d'ici peu. Et en fait, pour conduire ces métiers à tricoter, si tu veux, il faut qu'une seule personne pour 8 métiers à tricoter qui sont capables de tricoter jusqu'à, je sais pas moi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc si tu veux, parce qu'ils sont automatisés, c'est ça ? Ils sont automatisés. La seule chose donc il y a le programme en amont qu'il faut avoir fait, mais un programmeur, en fait, il peut travailler sur un très grand nombre de machines parce qu'une fois que le programme est lancé, il est lancé. Il n'y a pas à le modifier, il n'y a pas tout ça. Donc, il n'y a plus qu'un bonnetier qui va travailler et qui va charger les machines en fil pour les remplir de fils. Et lui, il va pouvoir conduire 8 métiers à tricoter. Donc, il n'y a pas de raison, depuis 7 ans, c'est ce qu'on martèle, il n'y a pas de raison que cette opération-là ne soit pas faite en France. Cette opération-là, on arrive à la faire pour la layette vendue en grande distribution. Cette opération-là, elle doit revenir en France. On doit arrêter de la sous-traiter ailleurs. Elle doit revenir en France pour des produits qui sont consommés en France. On pense beaucoup qu'il faut reproduire local pour le local. Moi, j'ai aucune envie que mes produits soient exportés en Chine. Je demande à produire local. Donc, on produit local pour le magasin qui est à côté de chez nous, ou en tout cas à une distance de moins de 1000 km autour de chez nous. Donc, c'est vraiment ça c'est vraiment notre... ce qu'on essaye de transmettre comme message et de prouver au jour le jour. Chaque année, on dit, on est rentable cette année. Donc si on est rentable, c'est que c'est possible. Donc arrêtons de dire que c'est pas possible. Et en 8 ans, en effet, on est passé d'1 million à plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en ne dérogeant jamais à ce truc, parce que il y a des clients qui nous demandent est-ce que vous ne pourriez pas tricoter en Tunisie ? La réponse est systématiquement non. Nous tricotons en France. Après, l'assemblage pour la layette, donc pour le bébé, on peut le faire un petit peu... Enfin, on le faisait majoritairement en Tunisie. On était à 95% en Tunisie quand on a repris la boîte. Parce qu'effectivement, et on va revenir dessus, oui. Il y a la fabrication de la matière, panneau de tricot, ouais. Et l'assemblage, voilà. Je sais pas comment, la couture, c'est quoi le terme ? Oui, l'assemblage, la couture, il y a coupe et la confection. La confection, voilà, c'est le mot qui convient peut-être davantage du vêtement à proprement parler. On va revenir là-dessus, mais arrêtons-nous quand même un peu sur le marché. C'est un marché où tu vois que tes clients aujourd'hui portent un regard différent sur la production Made in France. Est-ce qu'ils te remontent les attentes de leurs consommateurs à eux ? Tu vois, si on prend une vue un peu plus macro, c'est quoi ton point de vue sur ce marché ? C'est assez incroyable ce qui s'est passé depuis, je dirais, 4 ans. Un peu avant le Covid. Ça a commencé un peu avant le Covid. Cette vague qui vient surtout des jeunes consommateurs, que nous on voit sur la layette, forcément la maman a 27 ans. C'est une vague forte du consommer moins, consommer mieux, du consommer éventuellement seconde main, acheter un truc peut-être un peu plus cher mais qui durera plus longtemps ou qui correspondra aux valeurs de la personne. Et ce truc-là, il est très très fort. Et il y a 4 ans, les enseignes de grande distribution nous invitent souvent à leur stratégie annuelle en fait. Et il y a 4 ans, j'étais hyper contente, j'avais envoyé la photo à Arnaud, j'avais dit t'as vu, page 4, petit alinéa là, ils ont parlé Made in France, j'étais hyper contente. Les stratégies là, auxquelles on a assisté l'année dernière parlaient du Made in France à chaque page en fait. Enfin, et en fait ils parlent du Made in France parce que c'est leur client, enfin c'est pas parce qu'ils ont envie. C'est le consommateur final qui les pousse à aller le consommateur final veut aller vers là en fait. C'est le local en fait. Le Covid aussi a amplifié le truc, mais un phénomène qui avait commencé un petit peu avant. Donc l'envie de revenir à du local, et aujourd'hui ce qu'ils disent, c'est qu'une courgette bio d'Espagne va moins bien se vendre que la courgette locale de la ville d'à côté en fait. Donc il y a le retour au made in local, au made in près de chez toi.
Et ça a changé quelque chose dans la relation entre les fournisseurs et la grande distribution ou est-ce que quelque part, avec ces consommateurs qui poussent la distribution à aller dans une direction différente de celle qu'ils avaient auparavant, où ils allaient acheter, et je pense qu'ils continuent à le faire quand même, en masse, des produits d'ultra fast fashion pas chers, produits en Asie, le fait que leurs consommateurs leur disent oui mais nous ce qu'on veut c'est du made in France, du local, est-ce qu'il y a eu une reconsidération des fournisseurs qui produisaient en France? Ouais. C'est inscrit dans leur stratégie, c'est de revenir en partie en France. Alors pas surtout, mais par exemple Auchan a inscrit dans sa stratégie de refabriquer en France 5% des vêtements Auchan. 5%. Mais si Auchan fabriquait aujourd'hui 5% de ses vêtements en France, il faudrait multiplier par 5 le nombre d'usines qui existent en France qui ne travaillent pas que pour Auchan. Ouais. Pour te dire, l'objectif d'Auchan est incroyablement élevé par rapport à notre capacité de production aujourd'hui. Mais c'est bien, c'est ce vers quoi il veut aller. Donc on va vers là. Donc du coup, nous, ça veut dire qu'on a signé un contrat pluriannuel avec lui et il nous demande de doubler chaque année la capacité de prod qu'on lui réserve. Donc nous, à chaque fois, on rachète des machines, on recrute des gens. Ça pour vous, effectivement. C'est très bien, mais c'est toute la filière. Et toute la filière. Enfin, il fait la même chose avec les filateurs, avec les tisseurs, avec tout le monde. Donc en fait, Auchan est en train de faire bouger le truc. Alors tu diras 5% c'est pas grand chose, mais en fait c'est énorme par rapport à de là d'où on parle, c'est gigantesque. Et enfin quelqu'un pose le truc, tu vois. Jusque là personne. Mais moi la première, jusqu'à il y a 7 ans, franchement je regardais pas les étiquettes des fringues que j'achetais. Enfin c'était pour moi, c'était un truc qu'on ne pouvait pas bouger, tu vois, c'est tout. On fabriquait les vêtements à l'autre bout du monde par des gens qui n'ont pas les mêmes droits sociaux que nous. On salope un peu, l'environnement, mais c'est loin, tu vois. On se pose pas trop de questions. Il y a d'énormes travaux qui ont été faits pour abîmer un peu moins la terre très loin. Mais quand tu voyages un peu, tu te dis, il y a peut-être d'énormes travaux qui ont été faits, mais quand même, on continue à bien saloper. Ouais. Donc, la grande distribution, les marques aussi changent un peu leur mindset. Alors, les marques, c'est un autre truc. C'est compliqué pour les marques. En fait, avant, du temps de mon grand-père, si tu veux, il avait sa marque qui s'appelait Maïcotte. Et donc, c'était une marque fabricant. Donc, en fait, il y avait au même endroit la marge fabricant et la marge de la marque, si tu veux. Et la marque n'était qu'un truc pour vendre ce que l'usine fabriquait. En fait, ce qui était important, c'était le produit qu'on avait fabriqué. Ah tiens, comment on va le vendre? Ah bah tiens, on va mettre la marque. Un peu comme nous, on fait avec la manufacture de layette. Si tu veux, il n'y a pas de coefficient. Enfin, quand l'usine, la manufacture de layette, elle ne vend pas à la marque la manufacture de layette. La manufacture de layette, c'est juste le truc qui est au-dessus de notre usine, et puis c'est l'étiquette qu'on colle sur notre truc, si tu veux. Alors que donc ça, du temps où les marques étaient fabricants, il n'y avait pas cette marge marque, en fait. Et puis, le monde a changé. Les marques se sont mises à faire fabriquer très loin, pas cher. Et un truc qu'ils achètent, donc un produit qu'ils vont acheter 10 € en Asie, si tu veux, ils le vendent 130, 150 € en France. Donc, il y a cette marge de 130, 140 € qui correspond à la publicité, au marketing. Au marketing, en fait. Et du coup, le produit, tu vois, n'est plus qu'un tout petit truc de l'équation. Et du coup, forcément, ils disent, non, on peut pas payer un produit 30 €. Tu vois, si on arrive à l'acheter 10 € en Chine et que nous, il faut qu'on le vende 150 €, on peut pas acheter 30 €. Et là, je me dis, mais qui a tort là-dedans? Est-ce que c'est moi qui suis à 30... Enfin, je pense que je pense qu'il faut qu'il y ait un gros travail qui soit fait sur quel est le prix qu'on est prêt à mettre dans le marketing, nous, consommateurs, et le prix qu'on est prêt à mettre dans le produit. Parce qu'aujourd'hui, en faisant ça, finalement, on se fait avoir par les pubs, les machins, les trucs. On va payer un truc 150 balles qui ne vaut que 10, parce que tu as payé des gens qui... Rien du tout à l'autre bout du monde pour faire le truc. Non, mais c'est intéressant que tu nous donnes ces chiffres, de cet ordre de grandeur. Tu vois, et je comprends dans tes propos
Alors, que c'est le pas même... toutes les marques, hein, Non, bien mais sûr. bien Enfin, sûr, mais voilà. c'est pour illustrer quand même dans un schéma global. Et tu dis 30 €, ça veut dire qu'en fait, rapatrier la production en France reviendrait à le rendre 3 fois plus cher? Ouais, entre 2 et 3. Ça dépend du produit. Ok. Entre 2 et 3. 2, quand tu vas pouvoir automatiser, ce qui n'a pas été fait forcément à l'autre bout du monde. Par exemple, Decathlon a une usine de chaussettes totalement automatisée. Tu vois, il n'y a même plus personne qui roule la chaussette pour la mettre dans une boîte. Bon, bah là, tu vas quand même être à du x2 parce qu'il y a un moment, il va y avoir des ingénieurs, tu vas les payer, voilà. Mais tu vas être à du x2. Et puis sinon, sur des trucs où il y a un peu plus d'intervention manuelle ou de savoir-faire, ça va être du x3. Mais voilà, entre 2 et 3 fois. C'est un peu ce qui s'est passé, si tu veux, en l'an 2000, ceux qui ont vécu avant, après. Moi, je sais que j'ai eu mes 2 premiers enfants avant l'an 2000 et puis le deuxième après l'an 2000. Mon premier enfant, il avait tu vois, un tiroir de la petite armoire Ikea qui était rempli de fringues. Le dernier, il en avait 3, quoi. Parce que ça coûtait rien. Ça coûtait rien, tu vois. Je dis, mais attends, mais c'est génial, en fait. Le t-shirt, au lieu de payer 20 €, je le paye 7. Ça coûte tellement rien que parfois tu te dis c'est trop peu cher. Mais oui, et puis après, des trucs, tu te dis, déjà tu l'aimais pas tout, du coup. Donc quelquefois je donnais des vêtements, je me dis, il y avait encore l'étiquette dessus, j'avais un peu honte. Je me dis, ça fait quand même un peu, c'est bizarre ça quand même de faire ça. Et puis bah oui, il y a un moment il faut. En fait, on s'est battu en France pour mettre en place des trucs qui fonctionnent bien, hein, comme la Sécu, nos hôpitaux, comme la retraite, comme l'éducation gratuite pour les enfants, tu vois. Et du coup, c'est normal de payer tout ça en achetant ton vêtement. Alors que quand tu l'achètes loin, eh ben, t'as pas payé pour l'éducation des enfants, des gens qui ont fabriqué le truc, t'as pas payé pour leur retraite, t'as pas payé pour leurs hôpitaux, et quand ils sont malades, ils sont pas, tu vois, pas très bien. Donc en fait, il y a un truc aujourd'hui, une organisation mondiale à laquelle j'ai adhéré parce que j'y pensais pas et j'y réfléchissais pas, mais je pense comme tout le monde, voilà. Et aujourd'hui, où je me pose pas mal de questions, je me dis quand même, on est allé un peu loin, quoi. Je suis très content que tu abordes ces sujets-là, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler du textile, de cette industrie-là, en passant de côté ces enjeux-là, ces sujets-là. Je comprends dans ce que tu dis, quelque part, et est-ce que je me trompe, mais la grande distribution est peut-être un peu plus en avance que les marques. Non, parce que tu as des marques, alors là, je ne peux pas les citer, mais avec lesquelles on avance... qui sont en train de transférer une partie de leur production en France et qui voilà, et dans lesquels je nourris de gros espoirs pour que de plus en plus de production revienne en France. Donc non, c'est un phénomène global. Point qu'il est aussi difficile de ne pas évoquer, c'est celui de l'inflation. On enregistre cette émission, on est le 6 février 2023. L'inflation, c'est un sujet qui depuis déjà quelques mois est au centre des préoccupations. Tu l'as sous-entendu tout à l'heure en parlant du prix de l'électricité qui allait revenir, et effectivement l'énergie est un des produits qui a le plus flambé en termes de prix. On entend dire que l'inflation joue un rôle de frein dans la consommation. Est-ce que ça remet en question finalement, de façon indirecte, les stratégies des retailers ou des marques consistant à dire ouais, finalement nos clients ont moins de pouvoir d'achat, le Made in France c'est un peu plus cher, on va mettre une petite pause parce que là on va rester sur quelque chose qui est économiquement facile d'accès, et là on peut penser au panier anti-inflation et toutes ces merveilleuses choses qui ont été inventées. Alors, d'abord, oui, c'est marrant parce que du coup, je me suis penchée en effet sur ce pouvoir d'achat et je voulais savoir à quel point on avait baissé le pouvoir d'achat. Cyril, notre pouvoir d'achat ne fait qu'augmenter depuis 1960. Je sais, alors là, tu prêches un convaincu. Voilà, donc tout va mieux que ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat a encore progressé. On a les chiffres jusqu'au 3e trimestre 2022, donc post-guerre Ukraine, et il a encore augmenté. Donc non, le pouvoir d'achat n'est pas en train de baisser. Oui, on est dans une période où j'ai l'impression que ça fait plus vente de papier de dire qu'il baisse, mais la réalité des choses, qu'on peut tous aller voir sur le site de l'INSEE, on a des statistiques qui en France ne sont pas truquées, à ma connaissance, le pouvoir d'achat augmente. Il y a de l'inflation, le SMIC a augmenté bien plus que le montant de l'inflation. Donc bien sûr, le pouvoir d'achat augmente globalement et en moyenne, pas pour tout le monde, il y en a certains qui sont mieux lotis que d'autres.
il y a aussi des gens qui sont dans une extrême pauvreté et du coup, bien sûr, il faut qu'on s'en occupe, mais il faut arrêter de dire que le pouvoir d'achat baisse, ça n'est pas vrai, et il faut arrêter de dire que l'inflation est plus forte que l'augmentation des salaires, ça n'est pas vrai non plus, en tout cas sur les plus petits salaires. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de marteler auprès de mes clients. Donc, en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit dans un pays qui est juste fabuleux et qu'on passe un peu notre vie à se critiquer, à s'auto-critiquer, à dire qu'on est mauvais. Pour aller dans ton sens, il se trouve qu'on a quand même eu 2,6% de croissance en 2022, qu'il n'y aura pas de récession, qu'on a probablement la plus grosse croissance de l'ensemble de l'Europe, et que nos petits copains du UK, eux, ils sont en récession, que le taux de pauvreté explose. Je suis complètement d'accord avec toi. Cependant, cette réalité qui est exprimée dans tous les médias, enfin non, cette réalité, c'est pas une réalité, c'est une expression d'un sentiment. Est-ce que ça a malgré tout un impact chez les distributeurs? Leclerc, il est tout le temps sur BFM à expliquer ça. Nous, l'avantage de chez Leclerc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on livre les magasins en direct. Donc, en fait, dès qu'ils ont vendu 10 bonnets, 5 brassières, 3 manteaux, pouf, ils nous passent la commande qui correspond à ça. Bon, on n'a pas vu les commandes baisser. Donc, c'est que ça, c'est que ça se passe bien. Voilà. Donc, oui, je pense qu'on est tous un peu inquiets. Enfin, depuis 2020, on est un peu inquiets parce que cette histoire de grand confinement, ça nous a quand même ramené à des questionnements sur la liberté. Enfin, pendant quand même un mois, je sais pas si tu te rappelles, on n'avait pas le droit de se déplacer. Enfin, c'était des trucs qui étaient violents quand même. Et du coup, cette sécurité dans laquelle on était en France et tout ça, ça a un peu disparu. On a tous un peu plus, peut-être peur, un peu. Mais il y a un moment où il faut aussi reconnaître les trucs. On vit dans un pays, où globalement, les choses vont bien. Bien sûr, on peut progresser sur plein de sujets, droits des femmes, il y a encore plein de trucs à faire. Mais tu vois, aujourd'hui, tu m'interviews. Je pense qu'il y a 20 ans, il y avait très peu de femmes qui étaient interviewées. Tu me tends une perche. Je vais quand même, puisque je suis très content d'avoir, en 2022, eu autant de femmes d'hommes qui sont passés derrière le micro. Et je te garantis que c'est parce que j'ai fait... des efforts, parce que c'est assez compliqué. Il y a moins de femmes que d'hommes qui sont à des postes de décideurs, c'est une réalité, et que celles qui y sont super sollicitées et donc beaucoup moins disponibles. Voilà, donc parenthèse fermée, mais je suis content d'avoir réussi ça. Mais si on le fait, si on vient, c'est aussi pour être un espèce de rôle modèle et se dire qu'il y a d'autres femmes qui se disent si elle y est allée, j'y vais aussi, tu vois. Et les jeunes femmes, je crois surtout dans les jeunes femmes là qui vont arriver, je pense que chaque génération, ma mère a signé c'est mon père qui a signé le contrat de travail de ma mère, tu vois d'où on vient. Donc elle n'avait pas le droit à avoir le carnet de chèques. Le carnet de chèques était réservé au chef de famille qui était quand même son mari. Donc on part de loin, on est arrivé aujourd'hui dans une situation qui va toujours pas bien. C'est vrai que je suis la première à monter au créneau quand sur une estrade je vois 5 mecs, surtout quand il y a un avocat et puis un architecte. Je dis, c'est des professions où tu peux trouver des femmes. Alors faut nous chercher un peu plus, mais au final si on veut on peut. Donc c'est bien. Donc voilà, globalement les choses vont mieux. Et c'est bien qu'on le dise de temps en temps. Mais je suis tellement content qu'on puisse avoir ces discussions. Je partage ton sentiment de façon très appuyée. Pour revenir sur l'entreprise, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, la façon dont ça fonctionne avec des machines modernes, automatisées, qui fonctionnent avec une personne. Comment on passe en 7-8 ans d'un outil industriel peut-être que je me trompe, j'ai envie de dire vieillissant peut-être, tu peux. À quelque chose de moderne. Comment on fait la transition? Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette transition et nous décrire la réalité de production industrielle de la manufacture de layettes et tricots? Alors déjà au début on a commencé par le plus simple du tricotage, donc c'est du tricotage rectiligne en panneau. C'était du point mousse parce que c'était que pour le bébé, donc que du point mousse, c'est le point le plus simple à tricoter, et dans une matière qui est vraiment pas chère, qui est l'acrylique, et du coup, si tu gâches un peu de matière, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Donc on a commencé le tricotage par le truc le plus simple du tricotage, et puis après derrière tu coupes, t'assends, c'est des machines qui sont assez simples, assez faciles à comprendre, etc. Et puis là on a vu arriver des clients vers nous,
qui voulaient des trucs. Je disais, ah ouais, ce pull-là, quand même, comment ils font ce truc-là? Enfin, moi, c'est pas avec mes machines que je vais y arriver. Et à ce moment-là, on entend parler de métiers à tricoter qui sont à vendre à Roanne. Et puis, on y va, on va voir. Et en fait, la personne s'arrêtait, en fait. Parce qu'elle avait un seul client et que ce client avait aussi une usine au Portugal et qui comptait tout déplacer au Portugal. Sauf qu'il y avait une équipe de dingues qui tricotait depuis 40 ans, qui savait tout faire et qui tricotait sur des métiers à tricoter qui sont des véritables Ferrari, qui sont des petites Shima et qui étaient capables de tricoter en 3D, en fully fashion, enfin tous des trucs dont on rêvait. On a enfin vu une machine moderne. Très moderne et en même temps très quali, si tu veux. Et ils étaient capables d'aller chercher des clients extrêmement qualitatifs, qui allaient demander du remaillage, qui allaient demander vraiment ce qu'on ne pouvait pas du tout faire à Pau, en fait. Et du coup, au lieu de racheter les métiers, évidemment, on a racheté l'entreprise qui s'appelle Jean Ruiz à Roanne. Et Jean Ruiz nous a vraiment fait progresser dans la compréhension de notre métier, en fait, de tricoteur, en fait. On a commencé à comprendre petit à petit les vraies subtilités de ce métier, qui est un métier fabuleux. En tricotage, on peut faire des trucs de dingue. Enfin, déjà, c'est beau, c'est les matières. Comme quoi? Mais même des robes, même des espèces de ponchos écharpes qui te réchauffent, tout doux, t'as juste envie de t'emmitoufler, t'as juste envie que l'hiver arrive pour t'emmitoufler là-dedans. En travaillant des matières de dingue. Alors, c'est quoi les matières, justement? Parce que là, tu parles des vêtements. Souvent les matières naturelles, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Ce sera la laine, l'alpaga, le coton. Oui, il y a des cotons qui sont très très bien tricotés. Un jersey de coton, ça peut être très très beau. Le mohair, c'est aussi une matière que j'aime bien travailler. Donc le mohair, c'est des chèvres. C'est des petites chèvres de mohair. Ouais, tout à fait, des petites chèvres. Il y a plein de matières, enfin voilà, donc il y a une diversité de matières. En rachetant Jean Ruiz à Roanne, on apprend à travailler ces matières-là. Donc vous récupérez le savoir-faire et les machines. Voilà, exactement. Et puis les hommes et les femmes qui sont toujours à nos côtés. Et donc vous rachetez ça avec déjà des clients. Oui, en fait, j'avais des clients à la porte, mais que je ne faisais pas rentrer à Pau parce que je voyais bien ce qu'ils me demandaient de faire et je savais bien qu'à Pau, je n'allais pas y arriver. Donc là, j'ai lâché les vannes. Et là, ils viennent à Roanne. Du coup, les clients viennent à Roanne. Donc c'est 3h22 depuis Paris. En plus, à Roanne, on a un petit 3 gros qui est bien placé. Oui, j'aime beaucoup aller déjeuner le midi. Donc je profite de la venue des clients parisiens pour les déjeuner. Alors c'est le petit 3 gros, parce que 3 gros à Roanne, t'as 3 restaurants. Et là c'est le petit, c'est la petite brasserie, mais c'est déjà assez gigantesque. Et Roanne est vraiment une terre à la fois de tricotage en fait. Tu avais énormément d'entreprises de tricotage à Roanne et tu avais la gastronomie. Donc en fait, et ça a toujours été comme ça. Les tricoteurs ont toujours été chez leurs copains restaurateurs. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc local qui perdure bien là aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est sympa. Écoute, les gars, ils se sont levés à 7h du matin pour aller prendre enfin même à 6h du matin pour aller prendre le 7h à Gare de Lyon. Si tu veux, on peut au moins se reposer pendant 2 heures. Voilà. Et donc, le rachat de cette entreprise, il intervient combien de temps après celle de Pau en fait 2 ans. 2 ans après. 2 ans après. Ouais. Aujourd'hui, tu me disais qu'il y a 3 sites de production, donc un à Pau, celui de Jean Ruiz à Roanne, et il y en a un second à Roanne. Ouais. On a repris en 2020. Alors on comptait vraiment pas reprendre parce qu'on avait déjà pas mal de boulot avec les deux. Et puis le truc allait vraiment s'arrêter. Il y avait 40 personnes qui bossaient dans cette boîte-là. Et nous, on savait qu'on allait pouvoir la faire tourner, en fait. Soit il fallait qu'on agrandisse notre usine de Pau, parce qu'elle avait les mêmes métiers à tricoter qu'à Pau, soit on se disait, tant pis, on va faire dans deux endroits, et puis il y a quand même 40 personnes qui ont un savoir-faire de... Enfin, avant qu'on réussisse à reformer même à Pau ces 40 personnes, on gagne du temps, finalement, en reprenant cette manufacture-là, et qui, en plus, avait un savoir-faire encore haut sur le tricotage, c'est-à-dire qu'elle fait du tricotage technique aussi. C'est-à-dire qu'elle est capable, elle, de travailler avec des fils différents, et de te faire par exemple des genouillères, des chevillères ou alors les chaussettes à neige pour les voitures.
des espèces de grands trucs ronds là qui servent en ce moment parce qu'il faut acheter des chaussettes à neige, sinon tu te fais verbaliser par les gendarmes dans la moitié des départements français. Tu dois avoir un équipement dans ta voiture qui te permet de redémarrer en cas d'épisode neigeux. Et donc les chaussettes à neige, c'est l'équipement le moins cher pour au moins redémarrer. Si tu veux, après tu ranges ta voiture, mais au moins ne pas boucher, ne pas boucher. Oui, donc ça c'est une technologie particulière. C'est un savoir-faire particulier. Ce sont exactement les mêmes métiers à tricoter, mais le savoir-faire de la maîtrise de ce fil, qui est un fil différent, tu vas mettre là, c'est des polyamides, c'est pour le coup des fils synthétiques, mais qui sont ultra résistants, qui ont certains des propriétés élastiques, d'autres, donc ce on mélange. Savoir-faire là, en fait, c'est le savoir-faire qu'il y a dans la tête des gens, c'est le savoir-faire en fait de ces experts-là à programmer les machines. C'est comment en fait Oui, en fait, ce savoir-faire-là, c'est surtout le programmeur des machines qui le détient en fait. Plus la chef d'atelier qui va savoir comment on va assembler le produit. Mais c'est surtout dans la tête pensante d'une usine de tricotage, c'est le programmeur. Ouais. Je te demande de le préciser parce qu'on peut avoir en tête des images d'Épinal de métiers à tisser où il y a beaucoup d'opérations manuelles, même si tu nous as dit que c'était automatisé. Il est important de dire qu'en fait, le savoir-faire aujourd'hui, il est derrière un écran d'ordinateur. Oui, c'est la programmation. C'est la programmation. Tout à fait. Après, il faut savoir aussi tricoter, faire tourner ces machines, parce qu'en fait, c'est la programmation, tu vas balancer ton programme, et là, généralement, tu as un bonnet avec plein de trous, si tu veux. Donc là, du coup, tu vas modifier ton programme en fonction de ce que tu auras vu que la machine a réussi à faire avec ton programme. En fait, il fait un aller-retour avec la machine, son programme, Et son programme, c'est sur un ordi, Un nouveau produit, justement, tu signes un nouveau contrat, et on te dit, j'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne, un pull qui est comme ça, t'as un cahier des charges, j'imagine, tu reçois un cahier des charges. Combien de temps il faut pour la mise en œuvre de la production de ce produit ? Ça dépend de la complexité du produit. C'est un bonnet, tu vois, on en a déjà fait tellement des bonnets que ça va aller vite. En 1 heure ou 2, je pense que Manu va sortir le bonnet. Si c'est une nouvelle genouillère, donc là, un truc très technique avec peut-être... Donc les genouillères, par exemple, pour les métiers qui imposent à des personnes de s'agenouiller pour faire des réparations, c'est surtout pour la course, pour courir ou quand tu t'es blessé, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc ça en fait, et puis il y a des règles en plus que tu dois, de tension, de tout ça en fonction des tailles, tout ça qui sont fixées. Et du coup ça peut être beaucoup plus long, ça peut aller jusqu'à 1 semaine pour le développement d'un truc un peu particulier. Mais on est dans des délais qui sont hyper courts. Oui. On fait quand même un très grand nombre de produits différents chaque année dans nos manufactures. C'est quoi un très grand nombre ? Je dirais 1500. Ah oui. Quelque chose comme ça, ouais. Et les contrats que vous avez, ils sont dans une durée, sur une quantité, comment ça fonctionne ? Alors on essaye ce qu'on dit, tant que ce sont des quantités qui sont raisonnables, c'est-à-dire qu'on peut passer en même temps que nos autres prods, on les passe et puis c'est tout. Mais ce qu'on essaie de dire aux clients, c'est le jour où ils ont envie vraiment de passer à l'étape d'après, c'est de la passer avec nous, parce que nous ça veut dire qu'il faut qu'on achète des machines et qu'on recrute des personnes. Et si c'est pour que dans 2 ans ils disent au fait on n'a plus envie, nous, on a recruté des gens, on a acheté des machines. Donc, en fait, c'est de passer sur des contrats pluriannuels où ils nous disent vers où ils veulent aller. Comme avec Auchan. Voilà, comme avec Auchan. C'est vraiment le genre de contrat. Nous, industriels, on a besoin de ce type de contrat aujourd'hui. Pour avoir une visibilité. Sinon, c'est pas grave. Mais simplement, on ne pourra pas monter... si on fait 3000 pulls pour une marque, tout va bien, mais si elle a envie de passer à 30 000 pulls, ça va pas se faire comme ça en fait, ça va se faire, il va falloir qu'on se mette autour d'une table, qu'on voit les machines qu'on doit acheter. Là il y a une marque qui dit ce que je serais prêt à faire, c'est à payer la moitié de la machine et puis vous nous la remboursez sur 7 ans sur le montant des commandes qu'on vous passe. Donc si on ne passe pas de commande, il n'y a pas de remboursement. Et ça c'est un truc qui me va, puisque il y a une volonté de co-construire notre truc industriel. C'est une sorte de co-investissement dans le projet. Qu'on a un peu oublié, parce que là, si tu veux, les enseignes, les marques et tout ça, elles sont parties en Chine, et puis après elles sont parties au Bangladesh, et puis après en Thaïlande, et puis après au Pakistan, puis là elles sont en Turquie. En fait, et puis à chaque fois, elles n'ont pas investi sur leurs partenaires industriels, puis elles se sont barrées ciao bye, tu vois, sans aucune considération pour les gens qui avaient pu être embauchés, formés, les machines que ces gens-là avaient pu acheter pour eux.
Et donc c'est un peu le truc Kleenex, tu vois. Enfin, je comprends. Je m'en sers, puis après je jette. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas une situation normale en fait. Quand tu vends un produit, il doit être fabriqué, et je pense que tu dois respecter celui qui va fabriquer ton produit, comme celui qui va fabriquer ton produit doit te respecter aussi. Mais tu vois, il y a une espèce de... Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on revienne à une façon de faire du business et à acheter, acheter pour, même quand tu achètes pour revendre. Il ne doit pas y avoir que le prix, tu vois. Enfin, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de notre génération. Enfin, depuis que je sais, tu vois, autour de, je sais pas, de notre génération. Je pense que c'est notre génération qui a le plus, notre génération et celle juste avant la nôtre, celle qui a été aux affaires sur les 20 dernières années, je pense qu'elle a fait des... Elle a une part de responsabilité. À l'inverse, et je comprends un peu cette philosophie. À l'inverse, est-ce qu'une jeune entreprise, une jeune marque qui se lance, qui dit « moi j'ai besoin d'une petite série, je me lance, je ne peux pas m'engager », c'est quelque chose, une demande à laquelle vous êtes en capacité de répondre? Est-ce que quelque part derrière, il y a un minimum En fait, ces jeunes boîtes qui se montent, c'est super. Enfin, je pense que j'ai bien 3 messages par jour de jeunes entreprises qui souhaitent se créer avec une entreprise qui fasse attention, voilà, éco-responsable, une marque éco-responsable. Je vois beaucoup de marques éco-responsables qui se montent et tout, et je trouve ça super. Enfin, moi, je préfère qu'il y ait plein de marques éco-responsables plutôt qu'un gros machin, tu vois, donc c'est super. Et je trouve que cette volonté, ces jeunes de s'y mettre, de prendre le risque, de tout ça, c'est super. Après, il faut qu'ils aient conscience que le risque doit être le leur et pas le mien. Et moi, le mien, en arrêtant mes machines pour faire 50 bonnets au prix normal, en fait, je perds de l'argent. Donc, je ne peux pas perdre de l'argent pour toutes ces boîtes-là. Donc, toutes ces boîtes-là, ce que je leur dis, c'est qu'il y a des choses qui coûtent... qui sont plus faciles à faire que d'autres. La maille intervient en dernier, parce que la maille, c'est des métiers à tricoter industriels. Donc, il faut avoir une taille industrielle pour faire appel à nous. Avant, il y a d'autres solutions. Il y a le chaîne et trame, donc tu achètes du tissu, tu coupes, tu fais tes vêtements, donc tu commences à avoir des clients, tu commences à... Voilà, et à la limite, tu achètes ta machine, tu bosses avec quelqu'un, enfin, tu vois, en fait, quelquefois, ces marques-là, elles disent « Ah, bah oui, mais il n'y a aucun fournisseur qui veut travailler pour moi. » Mais bosse. Fais-le, cocotte. Achète une machine, fais-le. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne à... De toute façon, il n'y a pas assez d'usines. Le jour où sa marque éco-responsable, et je l'espère, aura du volume, il n'y a pas assez d'usines. Donc, de toute façon, il faut créer des usines. Donc, il faut y aller. Il faut réapprendre à faire et pas à compter sur l'autre. En fait, faut faire. Ah bah ça, c'est un super message que tu nous transmets. Juste une question me vient en t'écoutant parler. Les machines là dont tu parles, qui sont à Roanne ou à Pau, ça fait quelle dimension? Juste parce que j'aime bien être concret, parce que qu'on parle, on est avec des mots. C'est grand comme cette table. C'est-à-dire quoi, 2 mètres sur 1, un truc comme ça? Ouais, alors c'est un peu plus haut. C'est 2 fois plus haut que cette table, mais c'est la largeur de cette table à peu près. Et ça, c'est une machine qui est capable de sortir combien de pièces? C'est quoi les... Ça dépend si c'est des bonnets. En bonnet, je crois qu'on est à 700 bonnets par semaine, je pense. Quelque chose comme ça. Et alors, elle tourne 8 heures par jour Non, elle tourne, on est en 2-8. Il y a quelqu'un 2-8, qui arrive, ils arrivent à 4h du matin et ils repartent vers 8h30, 9h le soir. Okay. Donc c'est 2-8. On a une de nos usines qui est en 3-8, où ils sont 3 équipes de 3. Donc au tricotage, hein. En revanche, la confection, c'est des équipes de jour. En fait, si tu veux, ça vaut le coup d'avoir des équipes de nuit sur les métiers à tricoter, parce que c'est des métiers qui coûtent très cher, hein, entre 100 et 150 000 euros. Donc ça vaut le coup que ça tourne tout le temps. Alors que une machine à coudre, ça vaut entre 2 000 et 5 000 euros. Donc si tu veux, c'est autant... je trouve que c'est mieux que les gens travaillent 2 jours et puis qu'on achète plus de machines. Donc voilà. Donc toutes les équipes sont 2 jours chez nous. Toutes celles qui peuvent être 2 jours, évidemment, sont 2 jours. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème de carnet de commandes chez toi? Non. Je comprends... au travers des chiffres que tu nous dis, comme Auchan qui a l'ambition d'arriver à 5% de sa production faite en France,
que finalement, ce marché-là, et tu le dis, il va falloir construire des usines, il est en croissance, en grande croissance. En fait, on était à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on est à 8 millions aujourd'hui, donc tu vois, en 7 ans, et le truc s'accélère. Donc, c'est-à-dire que vous aussi, vous allez continuer à grossir, vous avez des plans, c'est quoi justement vos plans là? Et ça fera une bonne transition pour parler de Camaïeu. Ouais. Alors nos plans, c'est on n'achète pas de machine avant d'avoir la commande. Donc tu vois, la commande arrive, on se dit ça va plus passer, hop, on rachète une machine. C'est facile à acheter les machines? Oui, les machines c'est facile à acheter. Après, elles sont livrables au bout de 2 mois, d'autres au bout de 7 mois. Donc ça, je te dis ça, mais ça s'anticipe un petit peu. Puis je te dis ça très facilement parce que c'est plutôt Arnaud qui s'occupe de ça. Donc pour moi, ça me paraît très simple tout ça. Mais lui va te dire non, c'est beaucoup plus compliqué. Mais globalement, c'est ça. Enfin, il n'y a pas de pénurie de métiers à tricoter dans le monde. Et voilà. Mais le principe, c'est ça. On n'avance pas avec des fonds d'investissement. C'est vrai qu'il y a des fonds d'investissement qui nous ont dit mais laissez-nous venir. Vous aurez une grosse somme, vous pouvez acheter tout plein de métiers à tricoter d'un seul coup. Mais en fait, je dis, oui, mais du coup, il va falloir vendre tout ce que ces métiers à tricoter vont faire. Et, oui, mais du coup, vous allez pouvoir avoir une équipe commerciale. Donc, en fait, c'est pas le développement qu'on a envie d'avoir. Nous, on développe, on va peut-être finir par recruter un commercial. Pour l'instant, on s'en sort Arnaud et moi, mais peut-être qu'on va finir par recruter un commercial. Mais voilà, on va chercher les commandes, et puis une fois qu'on a les commandes, on fait le plan avec oh là là, ça passe pas à tel endroit ou à tel endroit. Et après, c'est quoi, une fois par trimestre que vous voyez ça? Oui, à peu près. Ouais. Ou tous les 6 mois, parce qu'en fait c'est par saison si tu veux. Donc d'ailleurs, il y a une saisonnalité marquée dans votre activité ou pas? Alors, sur le bébé, sur la layette, non, parce que les bébés naissent toute l'année. Et en fait, tu sais, même dans les maternités, même en plein mois d'août, il peut faire 10 degrés parce qu'ils ont mis la clim à fond. Donc en fait, tu as besoin d'avoir des brassières toute l'année. Les bonnets et les pulls, j'imagine. Les bonnets, c'est plus, tu vois, on commence. Mais après, nous, on arrive à les produire toute l'année. On a un partenaire absolument fabuleux qui s'appelle Intersport, mais vraiment des chouchous. Oui, tu les as pas cités tout à l'heure. C'est vraiment. Voilà, tu le fais. Ouais, c'est vraiment. C'est des clients d'une simplicité terrible. Mais un peu comme les Leclerc, en fait, ce sont des indépendants, si tu veux. Et du coup, tu as l'équipe du siège qui dit voilà notre référencement, et puis tu as les magasins qui commandent et tout ça. C'est très souple, ça va très vite. Et surtout là, comme ils ont eu un salon début janvier, ils nous ont donné fin janvier déjà les commandes qu'on va devoir livrer en octobre-novembre. Donc si tu veux, là du coup dès février on peut tricoter les bonnets qu'on va devoir livrer et après ils vont nous envoyer d'autres commandes en mars, en avril, en mai. Mais tu vois, on peut étaler. Donc finalement il n'y a pas de. Donc nous c'est assez linéaire finalement. Oui. Historiquement, en fait, février-mars a toujours été des mois assez faibles au tricotage parce que en janvier, tu as donné tous tes protos, et puis février-mars, les gens réfléchissent combien on en commande, combien ça, et puis tu as les commandes fin mars, et puis le temps de commander, ou tu as les commandes fin février, le temps de commander ton fil, tu peux vraiment bosser en avril. Mais là, on a à la fois des clients qui sont venus nous voir, qui ont compris ça, tu vois, comme Intersport, il dit pas de problème, je vous envoie les. Donc en fait, il y a des gens qui nous aident en fait, et du coup là on produit. Non, l'usine elle tourne, ça tourne bien. Ouais, donc en 2023, vous allez agrandir l'outil de production ou alors il est. Oui. Oui. Okay. Oui, on va être obligé, oui. Bon, tant mieux. Non mais tant mieux. Ouais. Justement, les projets de développement en décembre, on pouvait lire qu'ils pouvaient s'inscrire dans finalement la distribution, puisqu'il y a Camaïeu, je le disais en introduction, qui a suscité votre intérêt pour le rachat de la marque, avec un projet qui a été présenté par Arnaud et par toi, pour dire Camaïeu, on arrête la fast fashion, le made in Asia, et on en fait une marque française produite en France. C'est ajouter une corde à votre arc que d'avoir voulu faire ça, dans la mesure où il y avait la distribution justement en direct avec les consommateurs. Qu'est-ce qui vous a motivé à défendre ce projet ? Mon grand-père. Mon grand-père qui avait inscrit sur son usine sa marque, Maïcotte. Pour le bébé, on a notre marque, la manufacture de layette. L'avantage quand tu es un fabricant et que tu as une marque, nous on sait qu'on va vendre, 150 000 brassières 9204 blanches. Si à un moment donné il y a un petit trou dans la prod, les clients n'ont pas fait un truc, on va produire des 9204 blanches parce qu'on sait qu'on va en vendre 150 000. Donc on peut les produire en janvier même si on les vend en septembre.
Donc sur le bébé, on a notre marque et ça, c'est génial pour un fabricant d'avoir sa marque. On a très envie de fabriquer pour tout le monde parce qu'on a cette entreprise, enfin cette aventure entrepreneuriale, elle n'est pas que entrepreneuriale, elle est aussi un peu... on a envie on a envie de dire que c'est possible. Enfin, tu vois, c'est de dire que c'est possible de tricoter en France et du coup pas que pour notre marque à nous. C'est une mission. C'est une mission, c'est tricoter pour tout le monde, tout ça. Et du coup, on tricote pour les marques, on tricote pour la grande distribution, on tricote pour tout le monde. Mais c'est vrai que sur l'adulte, et aussi bien chez Ruiz que chez Marcou l'a fait, donc au sud de Roanne, on tricote pour l'adulte. Et là, quelquefois, si tu veux, entre deux prods, il peut y avoir 15 jours, tu vois, où on se dit, mince, on fait quoi? Puis on va lancer quelque chose. Mais comme on n'a pas notre marque à nous, c'est un peu plus tricky, tu vois, c'est un peu plus... Pour la distribuer, tu veux dire? Voilà, pour la vendre. Ouais. En fait, vendre les produits que t'as fabriqués. Et du coup, ça fait bien 6 mois qu'avec Arnaud, on s'est dit, il nous faut une marque adulte, en fait. On va soit en créer une, après tout, pourquoi pas. Soit on reprend une marque qui est sur le marché. Et boum, à ce moment-là, on apprend que Camaïeu est tombé. Alors ça, tout le monde était... Moi, j'étais hyper... J'habitais à côté du premier magasin Camaïeu qui s'est ouvert, tu vois, en 84. Enfin, c'était très... j'étais à Roubaix. Enfin, pour moi, Camaïeu, c'était une histoire qui était qui pouvait pas se finir, en fait. Enfin, c'était un truc... Camaïeu... avait toujours été Camaïeu. Après, aujourd'hui, j'habite à Nogent-sur-Marne, le magasin Camaïeu. J'y suis allée avec ma mère, puis avec ma fille, et puis ma fille avec moi, ma fille avec ma mère. Enfin, tu vois, c'est un truc on est tous rentrés chez Camaïeu, alors peut-être pas tous les jours, mais souvent. Et le truc qui tombe, et licenciement de tout le monde, fermeture de l'ensemble des magasins, parce que nous, on n'est pas des distributeurs, on n'est pas capable de gérer... des magasins, on a appris à tricoter, mais on va pas se lancer dans un énorme truc avec plein de magasins partout alors qu'on ne sait pas faire. Je veux bien, mais si on commençait, ce serait avec 2-3 magasins, le temps de voir et de faire les erreurs sur 2 ou 3 plutôt que sur 2000 quoi. Donc là, ils fermaient leur magasin, donc il ne restait plus que l'essence du truc, c'est-à-dire la marque en fait, Camaïeu qui véhiculait un truc fort, une des marques préférées des Français. Et puis un truc, en 84, le slogan, c'était « On produit à moins de 200 km de Roubaix ». Donc un slogan qui correspond à ce que nous, on dit 40 ans plus tard, en fait. Ça. Et du coup, on s'est dit, on reprend le slogan, on prend Camaïeu, on reprend le slogan, et boum, Camaïeu Made in France. Et après, on savait que c'était vendu aux enchères, on ne savait pas qui étaient les autres... qui allait faire partie de cette salle des ventes aux enchères. Donc du coup, tu pars un peu dans l'inconnu, tu dis, nous, jusqu'à combien on monte, enfin, tu vois, comme... bon. Et puis, j'en parle sur les réseaux, plus parce que je parle de tout ce qu'on fait, quoi. Et là, mon petit post LinkedIn qui explique, donc on s'intéresse à Camaïeu pour telle raison, on voudrait refaire un Camaïeu Made in France. Et il y a 3,5 millions, je crois, de lecteurs LinkedIn, et il y a 3 millions de gens qui lisent mon post. Là, tu te dis... et là, déchaînement, je pense que j'ai enchaîné, 7 interviews par jour pendant 2 semaines. Tout est le Figaro, la Voix du Nord, la Croix, tout le monde. Libé, le Progrès. Et du coup, tu te dis, en fait, c'est quand même un sujet qui est plus fort... Tu vois, moi je le défends depuis 6 ans, je suis à fond dedans et tout, donc il y a des moments où je dois saouler tout le monde avec mon truc. Et en fait, je me dis, je suis en train de me faire dépasser par les autres qui sont presque plus royalistes que... Enfin, je sais pas, il y a un truc là qui s'est passé dans ma tête, je me dis, c'est quand même très étrange cette histoire, très très étrange. Parce que toujours pas compris. T'as donc un peu scénarisé le projet sur LinkedIn. Moi, très réaliste, très réaliste. Oui, très réaliste. Oui, en toute transparence, sans en faire des caisses. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as expliqué les étapes par lesquelles vous étiez en train de passer. T'as fait des épisodes en quelque sorte. Tu les numérotais, si je dis pas de bêtises. Je trouvais plus mes petits. Tu sais, quand tu parles à autant de journalistes, il y a un moment, tu sais plus ce que tu as dit juste avant ou pas. Et on suivait tout ça. Il y a eu justement le sujet du financement pour racheter cette marque. Où tu nous informais que ça y est, c'était bon, vous l'aviez trouvé. Et il y avait cet engouement énorme qui s'est manifesté.
on est connecté sur LinkedIn depuis longtemps, donc avant cet épisode-là. D'accord. Je me souviens pas du nombre de followers que tu avais sur LinkedIn, mais là, en préparant cet épisode du podcast, je suis naturellement allé voir ton profil. J'ai vu que tu avais plus de 26 000 personnes qui te suivent. Comment ça a été vécu en interne, cette médiatisation forte de ce projet-là, et qu'est-ce que ça a finalement changé ou pas pour vous? Alors, en interne, la médiatisation forte, en fait, je pense les équipes aiment bien, elles suivent mon compte LinkedIn, je pense. Enfin, je sais. Tu sais. En fait, c'est aussi notre com interne, quoi. La com externe, interne. Ah tiens, Karine est allée chez machin. Enfin, tu vois. Donc voilà, ils savent ce qui se passe dans la boîte et ce qui risque de. Ah ben, Karine revient de chez Rodier. Voilà, il va peut-être se passer un truc. Donc voilà, ils savent. Voilà, ils ont l'habitude qu'on soit. Puis ils se font facilement prendre en photo. Enfin, je leur dis surtout ceux qui n'ont pas envie de se retrouver sur mon compte. Voilà, ils se tournent, machin. Tout ça, je comprends que tout le monde n'ait pas envie d'être médiatisé. C'est vrai que tu rends compte de la réalité de ce qui se passe dans les centres de production. Régulièrement sur LinkedIn, on voit effectivement les personnes qui travaillent avec toi. Et puis, j'essaie de parler de notre métier parce que je pense que quand tu parles d'usine de textile, les gens, ils voient ces usines de textile qui ont été développées pour nous en Asie où t'as 2000 personnes, t'as l'impression, franchement, ça ressemble un peu à un truc de bétail, tu vois. Nous, c'est sympa chez nous, tu vois, c'est pas du tout ça. Hein. Nous, c'est sympa. Ah ouais, et j'en doute pas. Voilà. Et du coup, c'est important de montrer que tu peux fabriquer en France tout en étant rentable, en rencontrant ton marché et en même temps que les gens qui bossent avec toi, ils ont une vie sympa. Tu vois, Et moi, à chaque fois qu'on change un atelier, qu'on met un truc et tout, je me dis, est-ce que j'accepterais, moi, de bosser 7 heures par jour à ce poste-là, avec cet éclairage-là, avec cette machine-là, ce bruit-là, ce truc. Et si la réponse est non, on trouve une solution autre, tu vois. Parce que si moi, je veux pas le faire, c'est que je vais pas l'imposer à quelqu'un non plus. Donc ça, c'est important que les gens, ils sachent que, non seulement on fait travailler des gens qui en France ont accès à la sécu, la retraite, tout ça, et l'éducation gratuite pour les enfants, mais en plus dans des conditions de travail qui sont acceptables même pour toi qui portes ce vêtement. Tu vois, n'importe qui doit pouvoir trouver du bonheur à bosser pendant 7 heures par jour sur un poste de travail. Ça, c'est hyper important pour nous. Et du coup, ça, je pense que ça se voit en effet dans nos trucs. Et puis... sur la médiatisation, sur le fait qu'il y ait eu ce coup de projecteur très fort... Ça a encore renforcé le lien. Tu sais, c'est drôle parce que je suis passée, je crois, à Pau, à Roanne et au sud de Roanne et tout, et à chaque fois c'était Camaïeu, tu vois, ils étaient à fond, quoi. Tout le monde s'habille chez Camaïeu, donc ils avaient tous envie de faire des trucs pour Camaïeu. Donc ça a encore renforcé ce truc. La culture d'entreprise. Ouais, puis en même temps, j'étais là, vous savez, il y a une chance sur 100 pour qu'on y arrive. Hein. Oui, non, mais si on y arrivait, ce serait trop bien. Voilà, donc on a... Non, ça a été un peu très... à l'image de tous les commentaires que tu as dû recevoir. C'était un peu ça. Très, très positif. Très positif et très... Et alors, est-ce que ça a changé quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un avant, un après? Est-ce que tu as plus de notoriété dans le secteur qu'avant ou pas? Est-ce que ça change des relations avec les clients Je sais pas si j'ai plus de notoriété. Je sais pas, en fait, ça, je me suis pas posé la question. Bon, avec tous les passages presse que tu as eu. Ouais, mais je sais pas si j'étais pas... Je sais pas, oui, sans doute. Peut-être qu'on connaît plus. Non, Auchan, je connaissais déjà. Enfin, les équipes ils ont bien me vu connaissaient. ce qui se passait autour de Camaïeu. Oui, mais ils étaient pareil. Tout le monde était là, ce serait top. Alors que c'est des concurrents. Mais tout le monde est. Enfin, c'était un vrai engouement. Et puis, en fait, ça aurait pas monté le même Camaïeu, parce qu'on n'était pas capable de faire les dizaines de millions de pièces qu'ils faisaient en France. Bien sûr. Donc, ça aurait été un Camaïeu qui serait reparti, comme en 84, tout petit, mais qui aurait grandi d'une autre façon. Ce que ça a changé, c'est que c'est Célio qui a racheté la marque. Et Célio ne serait pas venu nous voir si jamais on n'avait pas fait tout ce ramdam. Donc là, Sébastien Bismuth est descendu pour comprendre ce fameux Made in France, quelque chose qu'il n'aurait pas cherché peut-être à comprendre ou plus tard. Sans ça. Donc clairement, je pense que ça...
En fait, je crois que le message où on dit « Eh les gars, c'est possible » est arrivé dans plus d'oreilles. Et du coup, avant, c'était sont des hurluberlus, voilà, ils doivent faire 2 francs 6 sous. Non, nos 3 entreprises marchent bien, tu vois, donc, voilà, on arrive à investir, on arrive à recruter, donc ça va bien, on progresse, donc, et du coup, ça a attiré, d'un truc qui, comme je jette vraiment la pierre à personne parce que j'étais dans le même état il y a 7 ans, d'un truc où on se disait mais non, ça n'est pas possible, il y a une petite ouverture. Alors l'ouverture elle est petite, tu vois, mais je mets mon pied dans la porte. Voilà, on se dit tiens, mais allons voir, tu vois, allons se faire éclairer. Peut-être qu'il y a des choses en effet qu'on peut en fait. Peut-être qu'on se dit qu'on peut pas, mais peut-être aussi qu'on peut. Peut-être aussi qu'il faut qu'on revoie notre business model. Peut-être aussi que ces jeunes-là, ceux qui sont tous en train d'acheter en seconde main, je ne sais pas quel âge ont tes enfants, mais moi, ma fille de 22... 18, ouais. Elle n'a pas été acheter beaucoup de fringues en magasin depuis 2 ans. Hein. Ah oui, ils sont beaucoup plus... Donc, ils sont pas compliqués, hein, cette génération-là, parce qu'ils sont à la fois des acheteurs de Shein... plus la mienne, En grandissant, Shein, c'est 14-18, tu vois. Puis tout à coup, il y a la conscience, machin. Et après, là, il y a le... Puis là, ma fille, elle commence à gagner des sous, tu vois. Avant, on s'en foutait, c'était une étudiante, voilà, qu'elle consomme en seconde main, Mais en fait, elle a pris le pli. Elle va pas aller acheter... tu vois, elle va pas aller... Donc, cette génération qui arrive, là, elle va pas aller... il faut que les marques prennent conscience qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Il va être lent, tu vois, ça va se passer sur 20 ans. Mais il est en marche. Ouais, donc, il est immuable. Il a un côté... Il est en marche. Et c'est une espèce de vague, tu vois... C'est une vague qui avance. Donc après, soit tu te dis non, il n'y a pas de vague, ou elle va être toute petite, ça va être une vaguelette, tout ça. Soit tu te dis, peut-être que mon système l'a acheté un produit 10 balles, le revendre 130. Tu parles de vaguelette en mettant ta main dans la figure, en disant soit je me la prends dans la gueule, soit Voilà. Soit tu te dis, exactement comme le monde s'est transformé en 2000, comme quand mon grand-père a fait faillite dans les années 60-70, ceux qui lui ont fait faillite étaient les cousins, ceux qui avaient monté la Redoute, Damar et Auchan, qui lui passaient au début des commandes. Il avait dit mais écoute, arrête avec ta marque, produis pour nous on va vendre. Non, tu t'imagines pas, là on est en train de développer tous nos magasins et tout ça. Donc lui il s'est mis à arrêter sa marque, à arrêter ses commerciaux et puis à vendre juste avec ses cousins en fait. Et ses cousins à un moment donné lui disent non mais là on a tellement de magasins qu'on a un peu intérêt à les commander loin. Donc voilà. Donc il y a eu et tout le monde l'a fait. Personne n'a eu le choix. Auchan n'a pas eu le choix parce que Carrefour le faisait. Tout le monde le faisait. Donc il fallait bien le faire. Et du coup, on a laissé tomber notre industrie textile en France. Donc là, il va falloir réindustrialiser parce que c'est possible de produire en France. Que les consommateurs attendent tout ça. Bravo pour tout ça. Merci pour ces explications. Avant que je ne fasse le petit mot de conclusion, est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas évoqué, qui te semble important d'évoquer ? Écoute, on a fait les femmes. Le Made in France. Le Made in France. Je pense que t'as coché pas mal de cases. Je crois que là, on est bon. On est bon. On peut réindustrialiser, là, c'est bon. Tu sais que ça fait, je crois, 1h10 qu'on enregistre. Bon. C'est bien. Ouais, ça merci. Va tu vas c'est super. Non, on va rien couper comme à chaque fois. Je voulais donc merci à vous tous qui écoutez le podcast et merci pour les mots d'encouragement que vous ne manquez pas de m'envoyer ou de me faire savoir. Ça me touche beaucoup. Merci à Comexposium et au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support qu'il apporte à cet épisode. Et puis Karine, encore 1000 merci d'être venue discuter derrière ce micro de tout ce projet entrepreneurial qui a commencé il y a 7-8 ans et qui continue. Merci pour ton sourire, je pense qu'il se sera entendu derrière le micro. Ça a été réellement un grand plaisir d'échanger avec toi. Bon, moi aussi. Merci. Pareil. À bientôt. Au revoir.